Bonjour à tous, merci de nous recevoir. On va vous présenter des objets qui ont été prototypés à l'atelier de recherche et création. Moi j'en suis le responsable et Lucille à ma droite est la conservatrice des objets contemporains. Donc rapidement, une première diapo pour vous présenter qu'est-ce que l'atelier de recherche et création. C'est un atelier qui a été créé en 1964 à l'initiative d'André Malraux au sein du Mobilier National afin de promouvoir la création contemporaine de mobilier dans le cadre de commandes publiques d'État ou de projets de designers sélectionnés par une commission d'acquisition. Il est aujourd'hui composé de deux parties, une section bois et une section métal. Ça a son importance, j'en parlerai, puisqu'il y a une troisième section qui est la section matériaux de synthèse, matériaux composites, où c'est des personnes d'un des deux ateliers qui vient glisser sur cette spécificité. Donc j'en parlerai plus longtemps puisque c'est l'objet de notre journée. Depuis sa création, l'atelier a créé 600 pièces de meubles en série, en prototypage ou en petite série, d'après des dessins originaux de créateurs de grandes figures du design tels que Pierre Paulin, Roger Talon et Torre Sotsas. Et plus récemment avec la jeune génération comme Martin Zekeli, Nathalie Crasset, Ronan Bourulec ou tout dernièrement Philippe Nigro. Ouvert à l'innovation, l'atelier a utilisé des techniques et matériaux variés, mousse, plastique, résine ou encore fibre de lin ou de carbone. Les pièces créées sont régulièrement exposées lors de rétrospectives, lors de manifestations spécialisées, et elles servent surtout pour des aménagements des institutions publiques, grands corps d'État, ministères, ambassades, elles sont donc en fonction d'usage. Donc comme je vous le disais, il y a une troisième section qui s'active, qui n'est pas reconnue officiellement par l'administration, puisque les techniciens de l'atelier ont une spécialité soit bois, soit métal. Ça a sa petite importance aussi par rapport à ce qu'on s'est dit dans le côté scientifique, un peu chimique. Donc ici, on voit la première génération de techniciens de l'atelier, avec le chef d'atelier en son centre qui présente une assise de tabouret en mousse polyuréthane. Donc on peut voir deux premières pièces qui ont été créées à l'atelier de recherche et création, où les designers et plasticiens de l'époque se sont rapidement saisis du polyuréthane, séduits par sa facilité de mise en œuvre. Ce matériau a donc été utilisé très rapidement. On voit bien que 4 ans après sa création, François Arnal et César présentent des assises pour l'exposition Assises contemporaines. Cette diapo est aussi intéressante. Donc César, c'est résolument la star de la journée. On l'a vu plusieurs fois. Là, on voit à gauche César en train de couler de la résine à l'état liquide pour créer ces fameuses expansions. Ce qui est intéressant, ce qui a été relevé plusieurs fois, c'est que l'atelier de recherche et création, enfin, ou les prototypeurs, externalisent une certaine partie des éléments des meubles. Donc c'est le cas pour ici. Donc c'était une grande banquette de 20 mètres de long qui avait été commandée pour la Triennale de Milan, où il y a soit des sous-traitances, ou c'est soit le créateur qui arrive directement avec son matériau, puisqu'il a des affinités avec un industriel. C'était le cas de César, qui travaillait souvent avec la même entreprise. Donc nous, dans nos archives, Lucille en parlera plus longuement, on n'a pas réellement la source et la matière, on ne sait pas comment référencer cette matière. On voit une petite image d'archive où quelques objets avaient été présentés à la Triennale de Milan. Juste pour vous montrer, on voit la banquette en bas à gauche avec 3 couches de résine différentes, de 3 couleurs différentes qui créent une assise. Elle a d'ailleurs été détruite, elle n'est plus dans nos collections, elle est restée sur place. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution, comment les créateurs en fait s'emparent de l'évolution des matériaux. Toujours dans le polyuréthane. Ici, c'est Christian Gavoil qui réinterprète un matériau qui était utilisé dans l'industrie automobile, qui servait à faire les tableaux de bord de voitures. Donc il l'a détourné pour fabriquer un objet de mobilier. Donc là, c'est une table basse. Et on peut voir sur les photos du bas comment les techniciens de l'atelier l'ont utilisé. Ils ont créé une âme en contreplaqué. C'était du polyuréthane coulé,
comme la première assise de François Arnal. Alors, projet très important, donc là je pourrais faire plein de parallèles avec ce qui a été dit depuis ce matin. C'était un projet de Christian Gion, donc nous à l'atelier, les projets sont achetés via une commission d'acquisition, donc il propose une image de synthèse. Aujourd'hui, effectivement, nous on a des fichiers 3D à disposition, puisque c'est des objets récents. Donc à l'époque, quand il a fallu se réaliser cet objet, c'était la commission de 2007, nous on a commencé le projet en 2009. Il a fallu se questionner comment on pouvait réaliser cet objet, parce que ça ne coule pas toujours de source. Comme je vous disais, il y a des techniciens qui ont une formation en bois ou métal. Donc là, c'était vraiment un objet en matériaux composites. L'extérieur du bureau est en fibre de carbone, et il fallait trouver un moyen, un matériau pour créer le corps de ce bureau. Donc nos recherches nous ont amenés vers la mousse de polyuréthane rigide. À l'époque, on avait pensé à l'impression 3D, mais le bureau fait 3,15 m de long, donc en impression 3D, c'était beaucoup trop long. À ma connaissance, il y avait Patrick Join qui sortait quelques pièces, soit en frittage de poudre, soit en stéréolithographie, mais dans des dimensions beaucoup moindres. Donc, on est passé sur la mousse de polyuréthane rigide. Ici, vous pouvez voir la fabrication de 2 pièces. Donc, à gauche, c'est le bureau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, c'est des techniciens avec une formation plutôt menuiserie, ébénisterie. Donc ce matériau-là a l'avantage qu'il peut se travailler avec des outils à bois. Tout ça, on utilise aussi tous ces matériaux pour leur pouvoir potentiel de création et leur possibilité de maniabilité. Donc le bureau a été fabriqué à l'époque, puisque nous n'avions pas de machine à commande numérique avec des outils à main, donc RAP, Fabstring, Rabot. Et il y a un objet que vous voyez ici dans une machine à commande numérique. Donc c'est l'inverse d'une impression 3D. On n'ajoute pas de la matière, mais on enlève de la matière. Donc on part d'un bloc. L'avantage de la mousse polyuréthane rigide, c'est aussi qu'on puisse le coller. On part de planches usinables. On colle pour créer le volume dont on a besoin. C'était pour nous aussi intéressant. Et il y a aussi ce questionnement-là que j'entendais tout à l'heure, c'est que la machine à commande numérique aussi permet de ne pas interpréter le dessin du designer. C'est qu'on récupère le fichier 3D du designer, la machine réplique stricto sensu ce que le designer nous a fourni. Donc ça peut être un avantage, un inconvénient, puisqu'il n'y a pas de réinterprétation du dessin du créateur. Alors pourquoi on l'utilise aussi, c'est que c'est un matériau qui est bien référencé, avec ses avantages et ses inconvénients. On montrera tout à l'heure qu'on a des fiches techniques, donc vous me poserez la question quel est le type de cette mousse de polyuréthane? Est-ce qu'elle est ester ou éther? Là, je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les fournisseurs, c'est assez accessible. En fait, il existe en différentes densités. Ça se vend en planches usinables de dimensions standard. On peut voir rapidement qu'il en existe des très très denses, avec une densité de 1,7 qui peuvent servir aussi à faire des moules qui puissent être mis en compression. Nous, dans notre cadre, on a utilisé la 3e ligne, donc c'est du ML240, donc avec une densité de 0,24 parce que le designer voulait aussi quelque chose de léger. Donc ce matériau répondait aussi à nos attentes dans ce cadre-là. Donc les objets finis. Donc c'est de la mousse de polyuréthane recouverte de fibres de carbone vernie. Là aussi, de ce que j'entendais ce matin, c'est que je me dis, la mousse de polyuréthane est abri de la lumière puisqu'elle est complètement isolée par la fibre de carbone. Elle ne peut pas s'oxyder puisque c'est entièrement étanche. Après, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dedans en fait, parce que ça fait une cocotte minute ou une étuve à COV. Donc ça, on découvrira plus tard. Alors, deuxième cas d'utilisation très fréquent du polyuréthane à l'atelier, c'est surtout pour les assises. Donc, dans les années 70, les créateurs ont énormément dessiné d'assises, de fauteuils. Pierre Paulin, par exemple, où on utilise la mousse de polyuréthane souple ou à haute résilience pour son confort et sa souplesse. Cette partie-là, à la création de l'atelier, a toujours été externalisée. C'est pour ça qu'on a encore des manques, des fois, sur certaines informations. Néanmoins, un atelier du mobilier souhaite s'engouffrer dans la réalisation de pièces contemporaines. Donc on a quelques pièces où on travaille
et réalise nos pièces. Autre cas qui peut paraître anodin, mais on le retrouve vraiment partout, c'est sur le thème de protection. En fait, tous les meubles sont revêtus d'une pellicule, une fine pellicule, pour protéger le bois. Donc ici, on voit un technicien de l'atelier, ici présent dans la salle, en train d'appliquer un vernis polyuréthane avec un vernis à pistolet. Donc ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que l'intérieur du meuble est en vernis polyuréthane. L'extérieur, c'est juste du noyer huilé. Et on voit sur le plateau du meuble, c'est une tôle d'acier patiné, mais verni avec un vernis polyuréthane acrylique. Donc en fait, sur un objet, on a 3 finitions différentes. Alors on utilise les vernis polyuréthane pour plusieurs raisons, parce qu'ils protègent le bois des rayures, c'est toujours très intéressant. C'est pour ça qu'on l'a utilisé à l'intérieur pour protéger, à force d'enlever les classeurs, certains documents. On l'utilise aussi puisqu'il fait barrière pour les agents extérieurs, tout ce qui est liquide. Comme je vous le disais, les objets qu'on utilise sont en fonction. Donc on pourrait imaginer un ministre qui fait tomber sa tasse de café ou son verre d'eau sur son bureau. Donc il faut que ça puisse résister et qu'il puisse l'essuyer sans détériorer l'objet. Donc le polyuréthane, on le retrouve sur des assises. À votre droite, vous avez une console de Ronan Bourulec qui est en fond d'aluminium, qui est aussi recouverte d'un vernis polyuréthane. Encore ici, vous avez des objets en matériaux composites, donc avec de la fibre époxy, mais la dernière couche, c'est toujours avec un vernis polyuréthane, soit mat, soit brillant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les industriels nous proposent de nouveaux produits, mais qui évoluent en fonction des réglementations en vigueur. Il y a eu une grande directive en 2004 où l'État a imposé que le taux d'émission de COV dans les produits de peinture ou de vernis baisse drastiquement. Donc c'est ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2007. La base des COV, le taux d'émission des COV a baissé, ce qui permet de protéger l'environnement et les applicateurs. Donc aussi les industriels, comme le disait Maxime, évoluent et se mettent au jour en fonction des demandes. Et je laisse la seconde partie à Lucille. Alors effectivement, comme on a pu le voir, par ce rapide tour d'horizon d'une série de créations qui ont été faites par l'atelier de recherche et de création, le vernis polyuréthane est largement présent dans les collections de design du Mobilier National ou autres. Cependant, l'identification des matériaux reste encore à améliorer. C'est-à-dire que quand on cherche sur la base des collections du Mobilier National polyuréthane en matériaux, on tombe sur vraiment un tout petit noyau d'œuvres. C'est-à-dire que tous les vernis, tout ce qui est matériaux constitutifs ne sont pas forcément... Enfin, on garde les matériaux constitutifs, c'est-à-dire toutes les mousses, mais on n'aura pas forcément de précision pour le vernis polyuréthane. Et ça, j'imagine que c'est le cas dans de nombreux musées, voilà, puisque tout n'est pas forcément défini. Là, je vous montre un exemple. Alors, pour les premières créations de l'atelier, vous avez une fiche de production donc, qui est transmise dès la fin de création d'un meuble de sièges d'Alain Richard qui ont été conçus en 1968 où la mousse n'est même pas mentionnée. C'est-à-dire qu'on a le détail de l'assise en polyester et on n'a pas de détail de la mousse. Donc, en fait, on n'a pas forcément le type de mousse. S'agit-il d'une mousse polyuréthane, d'une mousse latex et surtout quel type de polyuréthane, est-ce un polyuréthane ester ou éther? Donc là, c'est dans le cadre, en fait, pardon, je vais un peu trop vite, d'un chantier école qui a eu lieu en 2017, mené par Clémentine Bollard, avec 3 élèves de la spécialité mobilier de l'Institut national du patrimoine, qui a pu avoir, en fait, une étude de détail qui permettrait de mentionner, voilà, a priori, c'est une mousse polyuréthane ester, puisqu'en fait, le facteur de dégradation de la mousse permettait, en fait, de reconnaître la typologie de la mousse. Mais donc, on arrive à ces conclusions après étude et chantier des collections. Il en va de même pour d'autres créations, comme la Méridienne de César que nous avons vue un petit peu plus tôt. La fiche qui était fournie par l'atelier ne mentionne qu'un polyuréthane teinté en noir. Alors, les archives que nous avons consultées ont simplement permis de retrouver le fournisseur de la mousse, c'est-à-dire NB Plastique, mais sans que nous ayons une trace de composition de cette mousse. Donc, déjà, avoir le fournisseur, c'est déjà un premier élément qui permettrait de connaître un petit peu mieux voilà, la composition.
Et donc, en fait, pour savoir de quel type de mousse il s'agissait, il y a des analyses qui ont été menées en 2014 au C2RMF, c'est ce dont on parlait en introduction, puisqu'il y a eu à la fois une spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier et une pyrolyse chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse, qui a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une mousse polyuréthane éther. Mais alors, dans ce cadre, forcément, là, l'œuvre, il y avait une petite fracture, on le verra un petit peu plus tard, un prélèvement a pu être fait, mais ça n'est pas forcément forcément possible et surtout forcément souhaitable. Et puis on reste quand même sur une intervention assez lourde pour trouver une information qui aurait pu être trouvée beaucoup plus facilement. Donc toutes ces réflexions amènent s'interroger sur l'importance de la documentation des créations et des acquisitions, que ce soit des meubles qui soient créés au sein de l'ARC ou en fait, ou des choses qui sont sous-traitées, et puisque la documentation permettra une meilleure conservation des œuvres, adaptée véritablement aux matériaux, et sera un support pour d'éventuelles opérations de restauration, puisqu'on pourra déterminer, selon le type de mousse, la nature de la dégradation qui sera précisée. Donc c'est un travail qu'on a débuté déjà avec les fiches de production en fait, de l'atelier. Vous voyez la version 1968 et la version 2018 mises l'une à côté de l'autre, où déjà on a une mention beaucoup plus précise des matériaux, c'est-à-dire qu'on détermine un petit peu le polyuréthane à différents stades, avec des références précises de masse, et le tout est accompagné de fiches techniques et de fiches de données de sécurité. Donc là, vous voyez par exemple une fiche qui a été téléchargée depuis le site du fournisseur sur les mousses qui sont utilisées. Donc celle-ci, c'est pour la table base de Christian Jean. Oui. Voilà. Et donc tout ça, c'est vraiment pris sur le site internet du fournisseur. Donc à partir du moment où on le connaît, l'idée c'est de pouvoir prévoir la suite. Et ça, c'est les fiches de données de sécurité de vernis qui sont régulièrement utilisées par l'atelier. Donc à partir du moment où on a un fournisseur ou une typologie, il est possible de conserver un petit peu une trace importante, sachant que là, dans le cadre de l'atelier de recherche et de création, on est sur des matériaux industriels qui sont fournis, puisque l'atelier ne crée pas de polyuréthane, et on n'a pas vraiment de cas de création, à part peut-être César, de formulation chimique spécifique à un designer. Là, on est vraiment sur des choses qui sont assez bien référencées, puisque achetées dans le commerce. Et donc, cette documentation permet de mieux connaître les matériaux constitutifs, mais on s'interroge également sur le processus de création de l'atelier, ainsi que sur l'intention du créateur, puisque cela permettra de déterminer le protocole de restauration le plus adapté. On en a parlé à plusieurs reprises, ces questions déontologiques et éthiques de que faisons-nous une fois que le polyuréthane se dégrade. Alors, au sein du mobilier national, comme on le disait, la grande majorité des meubles est pensée pour un usage en ameublement. Donc, c'est le cas de nombreux mobiliers conçus récemment. Ils sont créés en pensant à la résistance, à la maniabilité, à la légèreté. Cependant, si certains meubles anciens conservent des stigmates de leur usage, tous ne sont plus utilisés. Alors, on a eu récemment une catégorisation des biens du mobilier national en 3 niveaux. Les biens culturels patrimoniaux, qui sont les œuvres d'une grande valeur historique qui ne sont plus en usage. Des biens culturels de valeur et des objets usuels qui sont toujours utilisés pour l'ameublement des institutions. Alors, les biens culturels patrimoniaux, ça ne vaut pas que pour le mobilier ancien, même si ça vaut en grande partie pour certains mobiliers anciens, puisque certaines créations des débuts de l'atelier ont acquis ce statut. Et donc, on imagine différents protocoles selon l'usage futur du bien, avec des degrés d'intervention différents selon le statut et la destination de l'objet. Là, vous voyez la méridienne de César. Alors, cette œuvre a été construite par l'artiste, conçue par l'artiste lui-même. Il y a un peu plus cette question qui s'approche plus des beaux-arts du geste du créateur, puisqu'il a participé à la création. Et en fait, l'idée est que cette méridienne n'a jamais véritablement servi. Elle n'a pas été déposée en ameublement pour que les ministres puissent s'allonger sur le polyuréthane. Et donc, on est plus sur un statut patrimonial. L'œuvre est aujourd'hui plutôt exposée. Donc, il a été fait le choix
d'une intervention plus minimale avec un dépoussiérage et consolidation par des restaurateurs spécialisés, donc Sylvie Ramel-Rouzet et François Duboissé. Donc là, on est vraiment sur une consolidation des préconisations de conservation plutôt que sur une intervention lourde. Toutefois, cela n'est pas forcément possible d'avoir une simple consolidation pour des meubles qui sont toujours en usage, puisque l'idée, c'est de pouvoir redonner aussi parfois une seconde vie aux œuvres. Donc c'est le cas, par exemple, pour l'ensemble qui a été conçu par Pierre Paulin pour François Mitterrand à l'Élysée en 1984. Il y a donc un ensemble de sièges, canapés et fauteuils qui ont été restaurés donc, par l'atelier de tapisserie, décor et contemporain. Donc vous remarquez en fait que la mousse en fait avait perdu ses propriétés mécaniques, donc ça avait créé un affaissement de la mousse, des plis. Il y avait également une décoloration du textile qui était due au solvant, donc qui ressortait. Et donc là, il a été décidé de restituer, de transformer en fait les morceaux de mousse avec un découpage à l'acier électrique, un assemblage de nouveaux blocs de mousse sans colle. Et une couverture de ouate et de jersey. Donc là, on est dans une restitution, mais qui permet en fait un nouvel usage et de mieux connaître, de mieux comprendre l'objet, ce qui peut paraître nécessaire sur certaines œuvres. Voilà, je n'ai pas résisté. Voilà. Vous montrez une perte parfois complète de lisibilité. Là, vous voyez une assise de 1968. Donc, c'est deux œuvres différentes. Vous en avez une qui est donc dans son état d'origine et l'autre qui a pu être restaurée. Vous voyez bien que la question de la restitution ici se pose, puisqu'en fait, on perd complètement la lisibilité de l'œuvre. Voilà, présenter ce type de jersey avec cette mousse dégradée, etc., n'a pas forcément de sens. Là, l'intention de l'artiste est plutôt d'avoir une forme souple, voilà, qu'on s'assoie sur cette, sur cette assise ou non. Alors pour conclure, l'étude conjointe du mobilier en polyuréthane dans les collections du Mobilier National permet de développer une méthodologie pour faciliter la conservation préventive et la restauration des œuvres créées. Alors il n'est pas question bien sûr de supprimer tous les matériaux composites dans la création, puisque ce serait un frein à la création, puis qu'on comprend aussi les utilisations de ce type de matériaux. Mais l'idée, c'est de conjuguer ces forces et de travailler ensemble pour l'avenir, en référençant mieux les matériaux, en apportant une meilleure documentation. Et aujourd'hui, la question de la restauration des œuvres est intégrée dès la création, donc en concertation notamment entre l'atelier de recherche et de création et l'atelier de tapisserie, décor et contemporain, qui restaure les mousses d'assises principalement, où on s'intéresse à ces systèmes d'assemblage avec moins de colle, avec des agrafes amovibles, des éléments qui sont fractionnés, ce qui permet en fait une restauration d'un seul morceau et non de tous les éléments, dans un contexte pour le Mobilier National d'usage important, et avec une création également de stocks de matériaux de rechange qui sont constitués, même si le plus souvent, ils ne permettent qu'une seule restauration. Et on sait très bien que dans 100 ans, on aura peut-être à nouveau les mêmes problèmes, une fois que le stock sera épuisé, de se poser cette question, restauration, consolidation simple ou restitution complète. Je vous remercie. On a le temps pour quelques questions. Pas de questions. Moi, j'aurais une question. Concernant l'utilisation du vernis polyuréthane, ce sont des objets donc, qui vivent, qui sont utilisés, qui reviennent peut-être au niveau de l'atelier. Est-ce que vous avez un retour sur justement le vieillissement de ce vernis ? En fait, c'est pas tant le vernis des fois qui pose problème. S'il est rayé, effectivement, si on peut pas le rattraper, la seule préconisation qu'on ait, c'est de le décaper. Le polyuréthane a l'avantage, je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'il filtre les UV. Donc en fait, il limite le jaunissement des bois. Donc aujourd'hui, effectivement, on évite de poncer la matière. Mais quand il est vraiment rayé en profondeur, on préconise un découpage et on remet un vernis neuf. Mais sur la dégradation,
Est-ce que vous avez, par exemple, le sentiment qu'il s'est dégradé, je dirais chimiquement, qu'il est devenu, par exemple, collant ou jaune ou non? C'est ce qu'on disait. A priori, pour l'instant, on n'a pas vu de cas où il y a eu vraiment des choses qui étaient devenues collantes ou voilà, de cristallisation ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que cette question, voilà, pour nous, et comme c'est vraiment un contexte d'usage, on va peut-être avoir aussi plus rapidement le réflexe, on décape, on remplace. Peut-être avant même d'arriver à un stade très avancé de dégradation. Et est-ce qu'éventuellement, vous avez des objets qui ont été, par exemple, vernis polyuréthane, qui reviennent, ils ont été en usage, ils reviennent, mais ils ne sont pas remis en usage, vous les mettez en réserve. Est-ce que là, vous effectuez, par exemple, un suivi de l'objet ou pas? Pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mobilier national, on a environ 100 000 pièces qui ne font que bouger, c'est-à-dire qu'elles sont déposées, reviennent en réserve. Donc on a certaines œuvres qui sont statiques. Je vais vous présenter la Méridienne de César, elle ne sert que pour des expositions. Donc c'est un cas un petit peu presque à part. Mais on a beaucoup de choses, des assises, des meubles avec du vernis, où en fait ils vont bouger énormément. Et parfois ils reviendront simplement 15 jours avant d'être redéposés à nouveau. Et voilà, donc les œuvres après sont restaurées aussi régulièrement, même pour les choses anciennes. Après, on n'a pas forcément de recul, justement. C'était un petit peu quand je disais cette question de la documentation, je vous disais, on tape polyuréthane. Moi, il faut encore que je fasse la liste de toutes les œuvres qui sont recouvertes d'un vernis polyuréthane des collections. Et la tendance actuelle, par exemple, vous présentiez un meuble en bois, c'est de vernir avec un vernis polymérique, enfin synthétique, et non pas d'utiliser un vernis naturel. Alors est-ce que c'est parce que c'est plus pratique ou est-ce que vraiment ça a des propriétés supérieures? En fait, Moi, je suis étonnée qu'on mette du synthétique. Les industriels aujourd'hui proposent les vernis en phase aqueuse. On trouve que ça réchauffe pas suffisamment le bois et que mécaniquement, en fait, il protège moins le matériau d'origine. Donc on est toujours resté sur les vernis polyuréthane puisqu'aujourd'hui, ils répondent aux réglementations en vigueur depuis qu'ils ont baissé l'émission des COV. C'est la raison pour laquelle on les utilise toujours. Donc là, vous travaillez toujours avec des vernis polyuréthane solvants? Oui, solvant C. D'accord. Mais comme je vous le disais, avec... Bon, je vous remercie.